Il nous faut cette maison. Signez les papiers. Le SMS de mon père est arrivé à 23h50 et une précise. Pas de salutation, pas de préambule, juste une exigence brutale comme un coup de marteau sur un mur porteur. Je me tenais dans ma cuisine, le comptoir en granit frais sous mes paumes. La maison était silencieuse, de ce silence profond et serein propre aux constructions solides. Ma sœur Samantha, la chouchoute de la famille, avait besoin de stabilité pour son bébé. Apparemment, la stabilité signifiait mon titre de propriété, mon héritage, ma maison. Les larmes sont une fuite dans le toit. J'ai colmaté cette brèche il y a des années. Je n'ai pas paniqué non plus. La panique, c'est l'effondrement de la structure. J'ai juste laissé échapper un petit rire sec qui a résonné sur les meubles sur mesure que j'avais installés moi-même. Ils croyaient que c'était une négociation. Ils pensaient que j'étais encore la fille qui mendiait des miettes. Ils ignoraient que j'avais les résultats du test ADN dans le tiroir juste à côté de moi. Ils ignoraient que leur chouchou était une impostrice. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. L'hésitation est un frein. Alors je l'ai éliminé. Mon téléphone était déjà en main avant même que l'écran ne s'éteigne. J'ai appelé Marcus, mon avocat spécialisé en immobilier. Il était minuit, mais Marcus connaissait mes horaires. Sécurisez tout, lui ai-je dit quand il a décroché. L'acte de propriété, le titre de propriété, tout. Je veux que ce soit placé dans une fiducie aveugle demain matin. Si mon père ou quelqu'un qui porte le nom de Miller tente de faire une réclamation rapide, je veux que ce soit immédiatement signalé comme fraude. C'est fait, a répondu Marcus. Il n'a pas posé de questions. Il savait ce que cette maison m'avait coûté. Pas seulement les 220 000 $ d'économie, mais aussi le sang. J'ai raccroché et traversé le salon. La pluie de Seattle tambourinait contre le toit. Un rythme régulier et constant qui d'habitude m'endormait. Ce soir, on aurait dit un tambour de guerre. Ils ont contemplé cette propriété, cette magnifique demeure de style craftsman à 2,4 millions de $, perchée sur une colline dominant la baie, et ils y ont vu un trésor. Ils y ont vu la solution à leurs problèmes. Ils y ont vu un patrimoine familial. Ils n'ont pas vu les 18 mois que j'ai passés à dormir sur un matelas une place dans un coin de chantier, à respirer la poussière de plâtre parce que je n'avais pas les moyens de louer un appartement pendant que je remboursais mon emprunt. Ils ne se souvenaient pas des nuits passées à gratter 80 ans de pourrissement sur le cèdre, jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules et de sang. C'est moi qui l'ai construite. Je ne l'ai pas simplement achetée. Je l'ai ressuscitée. J'ai pris une ruine que la ville avait déclarée insalubre et j'en ai fait une forteresse. Et pendant ce temps-là, pendant que je mangeais des nouilles instantanées et que j'apprenais à câbler un tableau électrique sur YouTube parce que je n'avais pas les moyens de payer un électricien, ma sœur Samantha s'occupait de sa vie. Samantha, la chouchoute de la famille, elle influenceuse lifestyle. Elle a passé ses 18 mois à voyager à Tulum et à Bali, à poster des photos de bols asés et de couchers de soleil, se constituant une communauté d'inconnus admiratifs de son existence parfaite et sans effort. Elle a bâti sa marque sur le fait d'être exceptionnelle. J'ai bâti ma vie sur mes compétences, mais les marques ne protègent pas des aléas de la vie. Et maintenant, les rumeurs étaient vraies. Samantha ne menait pas seulement la grande vie. Elle s'y noyait. Les dettes s'accumulaient. Son mari, Zachary, l'entrepreneur du secteur technologique, n'avait pas lancé de produits à succès depuis 3 ans. Ils étaient ruinés. Ils avaient besoin d'un renflouement. Et dans ma famille, renflouement signifiait simplement le dur labeur d'Alexandra. Mon père ne voulait pas de la maison pour le bébé. Il voulait la part du patrimoine. Il voulait liquider ma sueur pour financer l'image de Samantha. Il voulait prendre la seule chose que j'avais construite pour moi et la réduire en miettes pour colmater les brèches de sa vie. J'ai passé la main sur la cheminée. J'avais poncé ce bois à la main. Je l'avais teinté. J'avais scellé le tout. Ils pensaient pouvoir entrer et prendre la maison parce qu'ils étaient de la famille. Ils croyaient que le sang était une monnaie d'échange pour ma survie. Ils se trompaient. Ce n'était pas du sable. J'avais coulé le béton moi-même. Et je ne bougerais pas. Ils n'ont pas attendu d'invitation. Le samedi soir est arrivé, et eux aussi. Mon père, Jeffrey, ma mère, Susan, Samantha et Zachary. Ils sont entrés avec l'assurance d'acheteurs potentiels lors d'une visite, pas d'invité. Zachary n'a même pas dit bonjour. Il est passé devant moi sans un mot, un mètre ruban à la main. Je l'ai regardé mesurer le mur du salon, celui que j'avais enduit à la main pendant 3 semaines. 190 cm, a-t-il murmuré à Samantha.
Le mur de la galerie s'intégrera parfaitement ici. Il mesurait ma maison pour ses œuvres d'art. Il redécorait une maison qu'il n'avait pas payée, sur un mur qu'il n'avait pas construit. Nous nous sommes assis pour dîner à la table que j'avais restaurée à partir d'une pièce de récupération. L'atmosphère n'était pas festive. Elle était pesante. Mon père, Jeffrey, était assis en bout de table, à ma table, et s'éclaircit la gorge. Il avait ce regard qu'il avait lorsqu'il donnait des cours à ses étudiants. Le regard d'un homme persuadé que sa voix était la seule qui comptait. « Nous devons parler de l'avenir, dit-il. Il ne me regarda pas. Son regard parcourut la pièce, admirant les moulures. Cette famille a un héritage à préserver, et un héritage exige une gestion rigoureuse du patrimoine. Nous avons décidé de placer cette propriété dans une fiducie familiale. Une fiducie, répétai-je. Ce mot avait un goût amer. Pour qui? Pour le bébé, répondit Samantha en se frottant le ventre. Pour la stabilité. On ne peut pas élever un enfant dans une ruelle délabrée. Tu comprends? Tu es célibataire, ajouta Jeffrey en me regardant enfin. Tu n'as pas besoin de 5 chambres. C'est excessif. C'est égoïste. Je regardai ma mère. Susan. Elle était assise à ma droite, les yeux rivés sur l'argenterie. Elle prit une fourchette, l'aligna parfaitement avec le couteau, puis la recula d'1 millimètre. Ses mains tremblaient. C'était le moment. C'était là qu'une mère était censée parler. C'était là qu'elle était censée dire « Non, Jeffrey. C'est elle qui a construit ça. C'est à elle. » Mais elle ne dit rien. Elle continua simplement à redresser la fourchette. Pendant des années, je l'ai crue faible. Je l'ai crue victime du caractère autoritaire de Jeffrey. Mais ce soir, en la voyant trembler à la lueur des bougies, j'ai compris que c'était plus profond. Un mécanisme de survie. Un dissonance cognitive. Elle savait. Au plus profond de son subconscient, elle connaissait la vérité sur Samantha. Elle savait que sa famille parfaite reposait sur un mensonge qu'elle avait proféré il y a 32 ans. Admettre que Jeffrey était cruel envers moi, admettre qu'il volait sa fille biologique pour subvenir aux besoins de l'enfant d'une inconnue, la forcerait à affronter la réalité de son mariage. La forcerait à admettre que toute sa vie était un mensonge. Elle n'y arrivait pas. Seuls les murs de son déni la soutenaient. Alors, elle m'a sacrifié. Elle a laissé me voler, car reconnaître le vol revenait à reconnaître le mensonge. On a préparé les papiers, dit Zachary en faisant glisser une enveloppe Kraft sur la table. C'est un acte de vente rapide. On s'occupe du refinancement. Tu peux rester dans la dépendance jusqu'à ce que tu trouves un appartement convenable. La dépendance? Il me proposait le cabanon dans mon propre jardin. Je regardais l'enveloppe. Puis je regardais Samantha. Elle n'était pas reconnaissante. Elle avait l'air ennuyée, pleine d'attente, comme une reine exigeant qu'un sujet s'agenouille. Elle croyait vraiment le mériter. Elle croyait que le monde lui devait un manoir parce qu'elle était spéciale. Je ne touchai pas à l'enveloppe. Je pris mon verre de vin. Non, dis-je. Lou mot plana, immobile inflexible. Jeffrey cligna des yeux comme si les meubles s'étaient mis à parler. Excusez-moi. Non, ai-je répété. Je ne cède pas l'acte de propriété. Je n'emménage pas dans la cabane. Et Zachary a rangé le maître. Tu n'accrocheras rien à mes murs. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. C'était le bruit d'une façade qui se fissure. Ils sont partis dans une rage d'accusation, égoïste, ingrat, détruisant la famille pour une maison. Mais tandis que les feux arrière de la BMW de location de Zachary disparaissaient sous la pluie, je ne me sentais pas coupable. J'avais froid. Froid. J'ai verrouillé la porte, mais impossible de me reposer. Je suis allé à mon bureau. Je suis architecte. Mon métier ne consiste pas seulement à tracer de jolies lignes. Il s'agit de comprendre les contraintes. Il s'agit de savoir exactement quelle pression une structure peut supporter avant de s'effondrer. Et à cet instant précis, ma famille était cette structure, et je devais trouver les failles. Pourquoi maintenant? C'était la question. Pourquoi était-il si désespéré? Alors, j'ai consulté les documents publics concernant l'empire technologique de Zachary. Cela n'a pas pris longtemps. Les SARL étaient dissoutes. Le dernier lancement de produits fut un désastre. Leur appartement était grevé d'hypothèques. J'ai creusé plus profondément. Rapport de solvabilité, documents judiciaires. Zachary n'était pas seulement fauché, il était criblé de dettes. Ils avaient 300 000 $ de dettes de consommation. Ils avaient besoin de ma maison, non pas pour y vivre, mais comme garantie. Ils avaient besoin de la valeur nette pour rembourser les créanciers. Mais ce n'était que l'argent. L'argent explique l'avidité.
Il n'explique pas le sentiment de droit acquis. Il n'explique pas pourquoi mon père, un homme si fier de son héritage, était prêt à sacrifier son propre enfant. Je suis descendu à la cave. J'y avais des cartons de vieux dossiers de famille. Les archives de ma mère, dont elle m'avait refilé des années auparavant, faute de place. Assis sur le sol en béton, entouré par l'odeur du vieux papier et de la terre humide, je ne cherchais plus de documents financiers. Je cherchais la chronologie des événements. J'ai retrouvé le vieux dossier médical de ma mère, un classeur étiqueté 1992. Samantha est née en novembre 1992. J'ai feuilleté les pages, consultation prénatale, date d'échographie, et là, je l'ai vu. Un mot de son gynécologue, daté de février 1992. Patiente inquiète quant à la date de conception, cycles irréguliers. J'ai fait le calcul. Mon père était en congé sabbatique à Londres de janvier à mars 1992. Il n'était même pas au Royaume-Uni au moment de la conception de Samantha. La pluie tambourinait aux fenêtres, un bruit assourdissant et incessant. Assise là, dans le silence de ma cave, je tenais entre mes mains le papier qui prouvait que toute ma vie n'avait été qu'une mascarade. Jeffrey avait passé 32 ans à compenser. 3 décennies à essayer d'aimer un enfant qui n'était pas le sien. À essayer de se prouver, à lui-même et au monde entier, qu'il était un bon père, que sa famille était parfaite. Et il y était parvenu en sacrifiant le seul enfant qui partageait réellement son sang. Il m'avait volé pour payer le prix de ce mensonge. Et Samantha, la chouchoute, n'avait rien de spécial. Elle était juste la preuve qu'il avait trop peur d'examiner. Mais j'ai trouvé autre chose. Un courriel imprimé, datant de 6 ans, glissé dans un dossier fiscal. Il venait de Samantha et était adressé à ma mère. J'ai besoin de l'argent pour le voyage, maman. Ou tu veux que papa recommence à poser des questions sur 1992? L'héritière a quitté la pièce. Samantha savait. Elle n'avait pas seulement profité du mensonge. Elle l'avait exploité. Elle faisait chanter sa propre mère, utilisant le secret de sa paternité pour financer son train de vie. Ce n'était pas une princesse. C'était une parasite. Je me suis levé. Mes genoux ont craqué. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur, tout était parfaitement calme. J'avais maintenant le plan. Je savais exactement où se trouvaient les murs porteurs, et je savais exactement comment les abattre. Les résultats ADN sont arrivés mardi matin. Je ne les ai pas ouverts immédiatement. J'ai fait du café. J'ai vérifié les plans du chantier de rénovation de la bibliothèque du centre-ville que je supervisais. J'ai répondu à 3 courriels. Je me suis forcé à maintenir le cours normal de ma vie, même si le détonateur attendait dans ma boîte mail. Quand j'ai enfin cliqué sur le lien, l'écran s'est illuminé avec l'évaluation finale de mon arbre généalogique. Probabilité de paternité, 0%. C'était clinique. C'était absolu. L'homme qui avait réclamé ma maison, qui m'avait traité d'égoïste pour ne pas avoir soutenu son héritage, n'était pas le père de Samantha. Assise là, la vapeur de mon café s'élevant dans l'air froid du matin, j'attendais le choc. Mais il ne vint pas. À la place, j'ai ressenti le clic satisfaisant d'une serrure qui se met en place. La pièce manquante du plan avait enfin été trouvée. Mais ce n'était que les fondations. La vraie pourriture était dans les murs. Je suis retourné à l'email imprimé que j'avais trouvé à la cave. Celui de Samantha à ma mère, datant de 6 ans. J'ai besoin de l'argent pour le voyage, maman. Ou tu veux que papa recommence à poser des questions sur 1992? Je l'ai relu encore et encore. Puis j'ai recoupé les données avec la date d'il y a 6 ans. C'était l'année où Samantha avait lancé sa marque de style de vie. C'était l'année où elle avait emménagé dans son luxueux appartement. C'était l'année où mon père avait, soudainement et inexplicablement, puisé dans ses économies de retraite pour financer ses frais de démarrage. Le récit a basculé. Pendant 32 ans, j'ai cru que Jeffrey était le méchant. Je pensais qu'il aimait simplement une fille plus que l'autre parce qu'elle était plus brillante, plus jolie, plus facile. Je pensais qu'il compensait un doute inconscient. Mais Samantha, j'ai toujours pensé qu'elle n'était qu'une enfant gâtée, une profiteuse des circonstances. Je me trompais. Elle n'était pas une profiteuse. Elle était une manipulatrice. Samantha le savait. Elle le savait depuis au moins 6 ans, peut-être plus. Elle savait qu'elle n'était pas la fille de Jeffrey. Et au lieu d'avoir peur de cette vérité, au lieu de craindre qu'elle ne détruise l'homme qui l'avait élevée, elle s'en était servie comme d'une arme. Elle avait transformé sa propre illégitimité en une carte de crédit sans limite. Elle savait que ma mère était terrifiée à l'idée que le secret soit révélé. Elle savait que mon père était fragile,
désespérée de prouver que la famille était parfaite. Et elle a joué avec eux deux. Elle a joué le rôle de l'enfant chéri non pas parce qu'elle le méritait, mais parce qu'elle tenait l'allumette de leur mariage. Chaque voyage, chaque voiture, chaque renflouement. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'argent pour acheter le silence. Et maintenant, elle voulait ma maison. Elle ne demandait pas une chambre d'enfant. Elle cherchait son prochain pactole. Elle avait besoin de liquider mes biens immobiliers pour rembourser les dettes de Zacharie. Et elle supposait que, puisqu'elle détenait les clés de la destruction de la famille, elle avait droit à tout ce qu'il y avait dedans. Elle pensait que je n'étais qu'un actif de plus à exploiter. Elle pensait que j'étais comme notre mère, terrifiée par le bruit, prête à payer n'importe quel prix pour le silence. Je regardais la pluie ruisseler sur la vitre. C'était une journée grise et lourde à Seattle, le genre de temps qui met à l'épreuve l'étanchéité de n'importe quelle maison. Ma sœur n'était pas l'enfant chéri. C'était une parasite. Elle se nourrissait des insécurités de nos parents depuis des années, s'engraissant de leur peur. Et maintenant, elle avait commis l'erreur de s'accrocher à un hôte qui se défendait. J'ai classé les dossiers, le rapport ADN, les emails, les documents de faillite de Zacharie. Je les ai tous rangés dans un porte-documents en cuir. Je n'étais plus architecte. J'étais expert en démolition et les frais étaient fixés. Ils sont arrivés mercredi midi. Mon père, Jeffrey, ma mère, Susan, Samantha et Zachary. Ils ont amené un notaire, un petit homme à l'air nerveux nommé Carl, qui n'avait visiblement aucune idée qu'il pénétrait sur un chantier de démolition. « Finissons-en », dit Jeffrey en entrant dans le hall sans s'essuyer les pieds. « Nous avons réservé pour déjeuner à 13 heures. » Il a claqué l'acte de cession sur l'îlot de cuisine. Zacharie, appuyé contre le comptoir, faisait défiler son téléphone, dépensant déjà mentalement l'argent qu'il pensait recevoir. « Où est-ce que je signe ?» demanda Samantha en attrapant un stylo. Elle ne me regarda pas. Son regard parcourut la pièce, cherchant du regard les œuvres d'art qu'elle n'avait pas encore achetées. « Tu n'as pas à signer ?» dis-je. Je posai mon porte-documents en cuir sur l'îlot central, juste à côté de leur acte de propriété. Le ton était grave et définitif. « On ne signe pas l'acte de propriété, Samantha. On signe une autre sorte de décharge. »« C'est quoi, ça ?» demanda Jeffrey, la voix tendue. Par l'impatience. « Encore des histoires. Signe ces papiers, Alexandra. Arrête de faire des histoires. » Jeffrey's Port Documents. J'étalai les documents un par un, comme des cartes de tarot, annonçant la fin du monde. D'abord, la déclaration de faillite de Zacharie. 300 000 $ de dette. Ton appartement est grevé. Des lancements de produits ratés. Tu n'as pas besoin de chambre d'enfant, Zacharie, dis-je. Il te faut un renflouement. Zacharie s'arrêta de faire défiler. Son visage se décomposa. Ensuite, il y eut le courriel de Samantha, celui qui exigeait de l'argent pour garder le silence. Tu fais chanter maman depuis 6 ans, dis-je à Samantha. Cette marque de style de vie n'a pas été financée par des investisseurs. C'était financé par la retraite de Jeffrey, versée pour te faire taire. Samantha S.E. Figia. Sa main, qui cherchait le stylo, se rétracta comme si le granit s'était transformé en magma. Puis vint la dernière carte, le rapport ADN. Et voilà pourquoi je l'ai dit. J.E. Fisk glisser le papier vers Jeffrey. Probabilité de paternité, 0%. Le silence dans la pièce était absolu. Plus lourd que du béton. Il pesait sur les fenêtres, sur nos poitrines. Jeffrey fixa le papier. Il n'explosa pas. Il ne cria pas. Il se contenta de s'effondrer. 32 ans de faux-semblants, de surcompensation, à essayer d'être le père parfait pour la fille parfaite. Tout s'était évaporé. I.L. regarda Susan. Tu le savais, murmura-t-il. Susan ne répondit pas. Elle pleurait, silencieuse, des larmes tremblantes qui reconnaissaient enfin la pourriture au cœur de sa vie. Mais Samantha n'y pleura pas. Elle se leva, le visage déformé, non pas par le chagrin, mais par la rage l'envahit. Elle frappa le comptoir de sa main. « C'est à moi, » hurla-t-elle. « Je le mérite. Tu crois qu'un bout de papier change quoi que ce soit? C'est moi qui ai donné une belle image à cette famille. C'est moi qui nous ai donné du statut. Toi, tu n'es que la bâtisseuse, Alexandra. Tu n'es rien. » Elle n'était pas blessée. Elle était furieuse. Son cri n'était pas un son. C'était le grondement d'un pont qui s'effondre sous un poids trop lourd. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était une blessure narcissique. Toute sa réalité, la croyance soigneusement cultivée qu'elle était spéciale, qu'elle était la princesse qui méritait le château,
était en train de s'effondrer. Et sans cette illusion, elle n'était plus qu'une personne noyée sous les dettes et les mensonges. Elle ne criait pas parce qu'elle avait perdu son père. Elle criait parce qu'elle avait perdu son public. « Tu n'es pas spécial, Samantha, dis-je d'une voix calme, couvrant son vacarme. Tu es juste chère. » Je me tournai vers Jeffrey. Il était affalé sur l'îlot, un homme dont l'héritage venait d'être révélé comme un faux. « Sors de chez moi, » ai-je dit. « Vous tous, reprenez votre notaire, reprenez vos dettes, reprenez vos mensonges. Cette structure est solide. C'est vous qui êtes condamnés. » Samantha tenta de se jeter sur moi, mais Zacharie la retint, les yeux écarquillés, réalisant que le train de l'argent venait de dérailler. Ils partirent. Ce ne fut pas une sortie digne. Ce fut une retraite, une évacuation précipitée et désespérée d'une réalité qu'ils ne pouvaient plus supporter. Je verrouillai la porte derrière eux. Le clic du verrou fut le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. Le silence qui suivit leur départ fut profond. Ce n'était pas le silence vide de l'abandon. C'était le silence paisible d'une tempête enfin passée. Jeffrey m'appela 3 jours plus tard. Il ne demanda pas la maison. Il ne demanda pas pardon. Il avait juste l'air vieux. « Je suis désolé, » dit-il. « J'ai sacrifié la mauvaise fille. » Je ne lui dis pas que ce n'était pas grave. Ce n'était pas le cas. Mais je l'écoutais, puis je raccrochai. Suzanne déménagea une semaine plus tard. La dissonance cognitive. Tout s'était finalement effondré et elle ne pouvait plus vivre dans ces décombres. Elle loge maintenant chez sa sœur, essayant de se retrouver sans ce mensonge. Samantha et Zacharie ont perdu leur appartement. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, ils vivaient dans une location à Bellevue et publiaient des photos de leur déménagement pour y voir plus clair. Elle ne m'a toujours pas adressé la parole. Je ne pense pas qu'elle le fera un jour. Sa réalité exige d'être vue, et je n'y assisterai plus. Ce matin, sur ma véranda, café à la main, j'ai regardé le brouillard se dissiper. La maison était silencieuse. Ma maison. Pendant des années, j'ai cru construire cet endroit pour prouver ma valeur, pour prouver que j'étais à la hauteur. Mais là, debout, sentant le bois massif sous mes pieds, j'ai compris la vérité. Je ne construisais pas un monument à ma propre gloire. Je construisais un sanctuaire pour ma paix intérieure. Être la brebis galeuse, l'étrangère, celle qui est au bord du précipice, ça fait mal. On a l'impression de geler pendant que tout le monde est au chaud près du feu. Mais voici le secret. Je ne vous le dis pas. Si vous êtes au bord du précipice, c'est que vous avez la meilleure vue sur la sortie. C'est que vous serez le premier à sortir quand la maison prendra feu. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour construire une vie solide. Il vous suffit de vos 2 mains, de bases solides et du courage de verrouiller la porte. Si vous avez déjà dû bâtir vos propres fondations alors que tous les autres essayaient de les détruire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul.